Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nice la Juive. Graveur de mémoire. Dernière parution. Charles Cretien, Les voies de la diplomatie, 2010. Mona Levinsonlevavasseur, L'humanitaire en partage. Témoignage 2010. Daniel Baron, La vie douce amère d'un enfant juif 2010. Emma Varteni Bedanian, Le chant des rencontres. Diasporama 2010. Anne-Cécile Makossoakendenge, Ceci n'est pas l'Afrique. Récit d'une Française au Gabon 2010. Micheline Faligurho, Jean de Bedou. Un héros ordinaire 2010. Pierre Longin, Mon chemin de Compostelle. Entre réflexion, don et action 2010. Claude Gamblin, Un gamin ordinaire en Normandie, 19 401 1945, 2010. Jean-Pierre Costagliola, Le souffle de l'exil. Récit des années France, 2010. Jacques Franck, Le sérieux et le futile après la guerre, 2009. Henri-Paul Zicola, Les 10 commandements d'un patron, 2010. Albert Ducrot, Des Alpes à l'Uruguay. Un pont entre deux rives, 2010. Edmond Bagard, Géologue, Une vie de recherche et d'aventure. Afrique-Amérique, Europe-Asie 2009. Pierre-Alban Thomas, De la résistance à l'Indochine. Les cas de conscience d'un FTP dans les guerres coloniales, 2009. Eladj Mohamed Lamine Toure, Mémoire d'un compagnon de l'indépendance guinéenne, 2009. Jean-Claude Leprun, Une jeunesse malgache 1942 à 1966, 2009. Janine Pilliardminkowski, Eugène Minkowski 1885-1972 et Françoise Minkowska 1882 à 1950. Éclat de mémoire 2009. Jacqueline AduttthIbaut, Mon avenue Montaigne, 2009. Michel Malherbe, fonctionnaire ou touriste? Mémoire d'un globe-trotté 2009. Jacques Durin. Nice la Juive. Une ville française sous l'occupation. 1940 à 1942. Récit. Du même auteur. Drancy 1941 à 1944, édition GMT 1982. Zola et la question juive, édition GMT 1988. Les sciences raciales à l'époque de l'affaire Dreyfus, in l'affaire Dreyfus de A à Z, Flammarion, 1995. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 12 029 7. FAN 9 782 296 120 297. Les ouvrages où l'on entend le gémissement du genre humain doivent être des actes de foi. Victor Hugo. À Louise Fenolio. Chapitre 1er. Monsieur le maréchal. Je m'excuse de l'audace que je prends en vous écrivant, mais je ne peux résister à l'impulsion qui me pousse à le faire, et ceci au sujet de la rafle des Juifs qui a eu lieu ces jours-ci dans notre région. La lettre que Julien tenait dans ses mains était écrite à l'encre bleue sur un papier épais, déjà jauni mais de bonne qualité. Sa calligraphie appliquée, légère et aérienne, féminine par la grâce des lettres bien formées, signalait au premier regard la volonté particulièrement attentive d'être lue. En provenance de Nice et daté du 1er septembre 1942, Julien venait de l'extraire d'un gros carton d'archives poussiéreuses. Au vu de son état et selon toute vraisemblance, il était bien le premier à la relire depuis plus d'un demi-siècle. Les grands traits au crayon rouge que l'administration avait jetés brutalement en travers de la première feuille pour attester de sa réception dissimulaient à peine l'indifférence mécanique d'un employé d'alors chargé de la trier avant de la transmettre.
Leur faisaient écho de gros tampons à l'encre épaisse et noire, appliqués là comme à dessein de vouloir tout surcharger pour tout effacer. Pour Julien, ces tampons gras couleur de deuil, et que celle qui avait confié au papier ses émotions n'avait pu deviner, étaient comme des pieux plantés le long d'un chemin compliqué qui supportait le fil d'une impulsion initiale jusqu'à son destinataire, à la fois prestigieux et redouté. Présidence de l'État français, Commissariat général aux questions juives, service de la police anti-juive. Encadrées de noir, ces formules emprisonnaient à leur tour comme des carcans les dates d'arrivée et de départ de la correspondance. Elles attestaient pour l'histoire que la lettre expédiée depuis Nice le premier jour du mois était bien parvenue à Vichy une semaine plus tard, pour finir par être archivée à Paris au Commissariat général aux questions juives. Je m'excuse de l'audace que je prends en vous écrivant, mais je ne peux résister. Décontenancé, Julien, pourtant impassible devant les documents les plus singuliers de cette période de l'histoire contemporaine, ne s'attendait pas vraiment à une telle initiative. Sa lecture de plusieurs centaines de lettres de dénonciation, la plupart anonymes et adressées aux heures les plus sombres de l'occupation par des particuliers, des Français, des épouses dénonçant leurs maris gênants, des hommes leurs épouses ou leurs maîtresses devenues encombrantes, des concurrents envieux livrant des rivaux pour se venger, de vulgaires indicateurs pour toucher la rançon promise, des traîtres stipendiés pour empocher le prix de leur trahison. Tous ces courriers étaient devenus presque une routine, tant leurs plaintes étaient basses, lâches, mesquines, répétitives et lancinantes. Sur cet inépuisable registre du mal qu'empruntait tout un monde rompu avec plus ou moins d'habileté aux mille formes de la dénonciation, et qui s'adressait avec des mots à peine voilés aux autorités françaises ou allemandes. Le commissaire de police, le gendarme, le maire, le préfet, le juge, les responsables d'associations diverses, les chefs nazis de la Gestapo, la lettre que Julien tenait dans ses mains faisait incontestablement tache parmi tout ce qu'il avait pu lire jusqu'ici. Celle-ci était singulière, à la fois fragile et forte par sa sincérité, humble et convaincante par son courage. Fasciné par la charge d'émotion qu'elle portait en elle, Julien la découvrait comme un rayon de lumière traversant un ciel chargé d'ombre et de honte. D'emblée, la jeune femme qui l'avait écrite et signée de son prénom Louise s'imposa à Julien sous les traits d'une âme confrontée à l'horreur et pleurant sa douleur à l'adresse du maréchal. La période dont il avait fait sa préférence, et sur le choix de laquelle il s'interrogeait constamment, ne manquait pas de satisfaire Julien. Tant les hommes et les femmes de toutes conditions s'y révélèrent alors et souvent de manière exceptionnelle. Pour ce professeur dont l'histoire était devenue après les leçons de philosophie de Platon, Descartes ou Kant, une seconde passion, le plus difficile était d'intégrer à son enseignement ce qu'il découvrait au fil de ses recherches, de tenter de faire partager ce que la mémoire collective s'obstinait à vouloir refouler. À ses yeux, expliquer n'était pas vraiment difficile. La narration brutale des faits, la suite douloureuse et ensanglantée des événements, l'enchaînement tragique et cruel des circonstances, tout pouvait sembler aller de soi pour l'historien, surtout lorsque quelques grandes et nobles figures, quelques actes ou engagements d'authentique résistance venaient rehausser et réhabiliter cette période noire entre toutes. Mais il lui semblait insurmontable de faire comprendre un passé, dont les témoins avaient déjà eux-mêmes parfois oublié la dimension dramatique. Et son épreuve la plus amère et douloureuse était de devoir faire partager ses états de conscience à des adolescents le plus souvent indifférents, insensibles, voire incrédules. Absorbé par ces pages d'écriture qu'il tournait et retournait dans ses mains, Julien était ailleurs. Le regard intérieur déjà plongé vers la mer de son enfance, il ne voyait plus qu'elle, et au-delà, cette ligne imperceptible qui sépare le ciel à l'horizon de son immensité bleue. Le dos tourné à la lumière du jour, il finissait même par oublier ce papier sur les plis duquel le temps avait gravé sa marque, pour tomber dans une de ces rêveries où l'esprit emprisonne la pensée, et qui équivaut à 4 murs. Incontestablement, les phrases qu'il était en train de lire et qui rapportaient un drame immense étaient nouvelles par la franchise de leur accent. Le ton respectueux employé pour s'adresser au maréchal de France avait cette déférence extrême que l'on manifestait à l'époque, et encore davantage dans le contexte si tragique des années de l'occupation. Mais sa singularité tenait au fait que l'expression était ferme, comme dynamisée par une énergie toute pétrie d'humilité et de violence. Les mots retenus par les liens invisibles d'une politesse respectueuse, et prisonniers des règles d'une éducation qui avait enseigné la soumission,
en disaient assez sur le caractère de celle qui les avait couchés sur le papier. Monsieur le maréchal, je m'excuse de l'audace. Philosophe, Julien avait fait de l'exercice de la pensée et du retour sur soi de la conscience l'essentiel de son métier d'enseignant. Historien par vocation et par souci d'enraciner sa réflexion dans les actions des autres, il voulait encore redonner vie à des figures oubliées ou à demi effacées, au moyen de documents, de signes et de mots, avec tout le sérieux que réclame l'histoire. Et ce qui l'attirait, c'était de pouvoir revivre des tranches réelles d'existence passée, des résidus toujours actifs qui augmentent et nourrissent le poids du présent. Chez lui, le chercheur aimait refaire l'histoire à travers ses traces encore inexplorées, et remonter avec courage la pente abrupte des sentiers oubliés. L'enquêteur qu'il devenait alors s'ingéniait à repérer sous le mouvement lent, lisse et simple du temps écoulé, les turbulences souterraines des flux profonds et cachés, restés à l'état quasi naturel, parce qu'on les a crus à jamais à l'abri des regards indiscrets ou des intentions accusatrices. Des hommes, Julien s'obstinait à vouloir détecter l'incidence de leurs comportements ordinaires et anonymes, les effets destructeurs de leurs décisions, à repérer la tragédie dans leurs actes, la terreur dans leurs paroles ou leurs gestes, à dénoncer les anachronismes et les singularités paradoxales qui prennent avec le temps l'épaisseur d'une responsabilité collective. Sur ce terrain, Julien acceptait volontiers d'assumer le reproche de lèse-objectivité que ne manquaient pas de lui adresser certains professionnels de l'histoire. Celui d'enrouler par avance l'événement dans ses conséquences historiques, de le lier arbitrairement à ses suites, et de l'interpréter à partir de ces dernières par un effet logique et rétroactif. Aussi prenait-il le contre-pied des adeptes de la formule chère aux marxistes, selon laquelle les hommes font l'histoire sans savoir qu'ils la font, pour soutenir qu'en s'engageant ils connaissent bien pourtant l'histoire qu'ils façonnent, les crimes et les turpitudes qu'ils commettent, autant que les actes d'héroïsme et d'incontestables sacrifices qu'ils sont capables d'accomplir. Julien se découvrait plus d'un point commun avec Louise, à commencer par la ville dont il était natif. Nice était en effet leur patrie commune, et à quelques mois près, sa naissance aurait pu coïncider avec les événements dont elle signalait au chef de l'État français l'accomplissement. Mais assis aujourd'hui à sa table de travail, avec devant lui les rayonnages immenses qui donnaient à la bibliothèque où il se trouvait l'allure d'une cathédrale, le jeune professeur ne pouvait s'empêcher d'être touché par le contraste que formait la singularité inattendue de cette écriture désespérée, et le souvenir de sa ville natale gracieusement déployée le long d'une baie somptueuse, sur un fond de ciel bleu dont la pureté demeurait unique et légendaire. Il pouvait encore imaginer la fin de l'été 1942, avec cet air doux et azuréen dont la ville avait sûrement commencé à jouir comme chaque année en pareille fin de saison, au terme de 2 mois d'été durant lesquels la chaleur avait dû être étouffante, malgré les effluves apportés par la brise marine. Bien qu'immobile, son imagination l'y retrempait tout entier, avec la mer lisse comme un grand lac qui vient rouler ses vagues sur les galets, tout au long de cette immense plage de galets qui va de l'embouchure du Var jusqu'au pied de la colline du château dominant la vieille ville. La mer, Julien la ressentait à nouveau intacte avec son écume bruissante qui mousse, tourbillonne et disparaît dans un pétillement sonore et cristallin. Cette mer qu'il aimait était celle immuable qui vit au rythme régulier des vagues incertaines et qui frappe la grève comme le balancier marque le temps. Tant qu'on va et vient librement dans le pays natal, les lieux vous sont indifférents. Rues, places, portes, façades des immeubles, jardins, avenues larges et ombragées, bruit des boulevards avec leur atmosphère trépidante, jardins et squares avec leurs odeurs et leurs parfums, tout est sans grande importance dans un lieu qui vous est familier parce que tout semble aller de soi. Et pourtant ces lieux nous sont comme étrangers. Trop proches, ils nous sont paradoxalement lointains. On y baigne, on y vit, on les respire, et leur absence est comme inépuisable. À force de les voir, ils finissent par nous rendre aveugles. C'est plus tard, quand on n'y est plus et qu'on les a perdus, que l'on comprend alors que ces rues nous sont chères, que ces maisons nous manquent, que ces avenues et ces jardins de notre enfance nous sont infiniment précieux. Toits, maisons, arbres, bruits familiers dans les rues, et chants des canaris à l'heure de midi sur les balcons ensoleillés. Tous sont soudain vos bien-aimés et deviennent essentiels à votre vie. Disparus pour toujours, et si l'on s'obstine à vouloir les évoquer, nos souvenirs réactivent alors douloureusement notre mémoire avec la mélancolie d'une apparition, jusqu'à finir par créer la condition nostalgique de notre survie elle-même.
Toute la tragédie dont Julien allait revivre l'histoire, enrouler soudain la matérialité brutale des faits dans la toile épaisse et indissoluble d'une évocation commandée avec une force impérieuse par sa conscience. Julien, qui refusait d'entériner les formules convenues, découvrait là que ce que l'on désignait sous l'appellation de devoir de mémoire était d'abord et avant tout un exercice de la conscience, un effort sans précédent du jugement moral qui prend en charge les souvenirs et les redistribue suivant un code d'interprétation étranger au rappel des faits. Il s'y sentait d'autant plus préparé que son goût immodéré pour le retour sur le temps écoulé était redoublé là, par sa connaissance familière des lieux. L'expérience était déjà ancienne et bien ancrée chez Julien, de vouloir toujours lier l'écriture à l'histoire. Ainsi s'était-il pris à relire autrement les essais, après qu'il eut traversé les salles humides et grises du vieux château de Montaigne, après qu'il en eut gravi les escaliers creusés par l'usure, qu'il eut pénétré dans la bibliothèque aux poutres encore gravées de maximes latines et de sentences grecques. De la même manière, sa lecture des Confessions n'était plus tout à fait la même, après qu'il eut visité les Charmettes, ni celle des rêveries du promeneur solitaire, après qu'il se fût imprégné du charme singulier de l'île Saint-Pierre. Seuls les lieux originaires et fondateurs pouvaient apporter avec eux cette force unique qui renoue le présent au passé en arrêtant le cours du temps, et immobiliser la mémoire dans une durée capable de confondre les souvenirs dans l'éternité. Ainsi en allait-il maintenant pour Julien, avec ses 2 petites pages d'écriture pliées en forme de courrier et trouvées au hasard de ses recherches. Plus qu'un simple courrier, ce que Louise avait écrit semblait désormais ne plus appartenir au hasard, puisque Julien y avait vu comme en transparence ces valeurs invisibles qui donnent leur véritable étendue aux choses. Messagère appliquée, obstinée et silencieuse, la lettre envoyée de Nice sortait tout droit des ténèbres de la guerre pour libérer une conscience torturée par le scandale du mal. Pour Julien à cet instant, l'évidence s'imposait d'elle-même. Louise, cette jeune femme d'autrefois qui lui était jusqu'ici inconnue et dont il venait d'apprendre l'existence, sortait de l'anonymat pour gravir en pleine lumière les degrés invisibles qui nous font entrer dans le cercle restreint où aucun être n'accepte d'écrire sans consentir à payer de sa personne. Chapitre 2. Monsieur le maréchal. Pour une tragédie il faut un acteur. En la matière, ils furent des légions. 22 juin 1940 sur 18h50. Signature de l'armistice franco-allemand à Rotonde. Les 3/5 mai du territoire sont occupés. Le gouvernement français s'engage à coopérer avec l'administration allemande. Les frais d'occupation sont fixés à 400 millions de francs par jour. 1,5 million de soldats français sont prisonniers. 26 juin. Les 3 coups de canon qui annoncent la fin officielle des hostilités sont les bienvenus, mais le pays a déjà déposé les armes au moins 3 semaines plus tôt. 6 juillet à Paris, le Casino de Paris rouvre ses portes au public. À l'entrée des artistes, un nouvel écriteau indiquait aux habitants de la capitale la route nouvelle en allemand. 10 juillet à Vichy. Petit, très mobile, le teint huileux, d'une voix charmeuse, modeste et paysanne, avec ce ton un peu nonchalant qu'il savait affecter, Pierre Laval prononce le discours qui rallie à quelques dizaines de voix près l'Assemblée nationale issue des urnes du Front populaire à la cause et à la personne du maréchal. Si nous sommes résolus, si nous voulons nous refaire une autre âme de ce grand mal, de ce grand malheur qu'a été notre défaite, un grand bien peut sortir pour notre pays. Face à lui dans la salle du grand casino de Vichy, des parlementaires échoués là comme après une affreuse tempête, n'exigent qu'un peu d'espérance et de repos sous les phares. Pour effacer l'humiliation insoutenable, on proclame aussitôt la Renaissance. Réduite à néant, on rêve à vouloir refaire la Révolution, cette fois nationale. On vote le texte constitutionnel par lequel l'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. C'est bien au gouvernement de la République que les députés et les sénateurs des 2 chambres donnent mandat d'amender les institutions et les mœurs qui l'ont compromise. La République, celle qui a fait l'empire colonial, la puissance et la respectabilité de la France dans le monde, l'instruction publique, laïque et obligatoire, la victoire de 1918, s'amende et se censure, prononçant ainsi sa propre condamnation à mort pour cause d'indignité.
C'est le violoniste qui casse son violon, dira René Gilloin, le philosophe ami du maréchal. 9 juillet à Vichy. La Chambre puis le Sénat sont saisis successivement par leurs présidents pour faire voter députés et sénateurs sur le projet de résolution tendant à modifier les lois constitutionnelles. Les présidents font acte officiel d'allégeance envers celui qui vient de faire le don de sa personne à la France. Autour de Monsieur le maréchal Pétain, dans la vénération que son nom inspire à tous, notre nation s'est groupée en sa détresse. Prenons garde de troubler l'accord qui s'est établi sous son autorité, prononcera Édouard Herriot. L'après-midi, c'est au tour de Jules Jeanneney de tenir le même langage aux sénateurs. J'atteste enfin à Monsieur le maréchal Pétain notre vénération et la pleine reconnaissance qui lui est due. Pierre Laval surtout mène le jeu. La manière Laval, ce mélange unique de sincérité et de roublardise, avec cette volonté tenace de vouloir rester toujours son propre maître, et que dissimule à peine cette voix arrogante qu'il sait prendre quand il le faut, modeste et paysanne. Antimilitariste dans sa jeunesse, devenu socialiste authentique et militant, tel est le nouvel homme fort, pourtant si peu enclin à la discipline militaire. Et maintenant, Monsieur Laval, il vous faudra obéir, avertit le maréchal à l'adresse de cet homme réputé inhabitué et rebelle à la hiérarchie. Tel apparaît Pierre Laval, très opposé au maréchal qui de surcroît ne souffre guère qu'on lui souffle au nez sa fumée, ni qu'on le coupe brutalement quand il parle. Tel est bien Pierre Laval, ce politicien chanceux, grandi soudain par les malheurs indicibles de la France, et qui fait le Talleyrand en souvenir d'Aristide Briand, son maître magicien du pacte de Locarno. En 1935, lors de sa réception au Vatican, c'était déjà Laval fait comte par le pape Pie XI, conquis par la simplicité, et séduit par l'humanité vraie et charmante qui étonnait chez l'homme politique dont la réputation était rien moins que fameuse. C'était Laval qui, sous les pompes et les ors du palais pontifical, se murmurait distinctement comme à lui-même « Ah, si maman me voyait !» Habilement diffusé et aussitôt connu, ce murmure auvergnat courut Rome et fit faire à son soupirant la conquête du petit peuple. 3 génuflexions rituelles au pied de sa sainteté, et le charme passe. Après Dieu, je compte sur Pierre Laval pour sauver Dieu de la guerre. Avant et après la réception, c'est le contact personnel de l'ancien député socialiste d'Aubervilliers avec Benito Mussolini qui leur fait découvrir l'étrange similitude des carrières et des parcours politiques, quand le Duce, comme lui, en vient à évoquer son socialisme militant. 10 juillet. Réunis au grand complet dans la salle du Grand Casino, à l'exception des députés du Massilia empêchés, ainsi que les communistes récemment déchus par une loi du 20 février 1940 et internéens, les 2 assemblées votent la suppression de l'emploi de président de la République, sans même révoquer Albert Lebrun le titulaire, ni procéder à l'élection de son successeur, ni même attendre que ce dernier donne sa démission. Il ne veut d'ailleurs pas abdiquer. Tout entier, le pouvoir constitutionnel est délégué au maréchal en qualité de représentant du gouvernement de la République, lequel promulgue aussitôt les actes constitutionnels restés fameux. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France. Nous, maréchal de France, chef de l'État français. Le nouvel investi de la pourpre cumule alors 3 titres prestigieux. Vainqueur de Verdun, président du Conseil, chef de l'État. Il impressionne les Allemands et nous ne serons pas mangés, disent tous, comme pour minimiser la portée de leur abandon. Il est très vieux d'ailleurs. Cela ne durera pas, et dans 1 mois nous serons rentrés à Paris. Alors que montait déjà de l'immense assemblée, la rumeur enfin permise de l'antisémitisme, Léon Blum est là au milieu de tous, qui demeurent seuls, indifférents et sombres, comme le sont aujourd'hui envers lui ses amis socialistes qui font mine désormais de ne plus le reconnaître. Encore une fois, la seconde après l'affaire Dreyfus et les ralliements massifs et précipités à la cause de la révision, la lâcheté à l'égard du chef socialiste changeait de camp. Alliée à la peur, elle s'acharne aujourd'hui, de manière vengeresse. Le 4 juillet à Toulouse, le conseil de guerre de la 13e division militaire condamne pour son orgueilleux coup de tête le général Charles de Gaulle à 4 ans de prison et 100 francs d'amende pour refus d'obéissance et appel à l'insoumission adressé à des militaires. Pour surenchérir, le 3 août, c'est au tour du tribunal militaire de la 16e division que commande à Clermont-Ferrand le général Jean Delattre de Tassigny, de déchoir Charles de Gaulle de la nationalité française, de le condamner à mort, à la dégradation militaire par contumace et à la privation de tous ses biens.
Au loin, partout, depuis les provinces du Nord et de l'Est, l'exode coule sur cette terre de France comme un gros sirop noir, le long des routes engorgées. Aux bruits assourdissants des sirènes, des canons et des bombes, font écho les cris sourds d'un peuple qu'on enchaîne. À Vichy, tout autour de Laval. L'homme sans parti qui ne règne que par ses réseaux d'influence, c'est la cour et ses courtisans avec ses complots, ses rumeurs, ses coteries sitôt reformées qu'elles ont été à peine dissoutes. Dans les allées du nouveau pouvoir, ce ne sont que parlementaires aux aguets qui ambitionnent un gouvernement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.